Et salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de yoandev.co. Et aujourd'hui, on va aller dans une aventure, c'est le cas de le dire. Je vous conseille de prendre un petit café. On va aller dans une aventure qui va nous prendre un petit peu de temps. Donc accrochez-vous bien, ça va être super intéressant. On va faire plein de choses aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est l'objectif, tester une API qu'on va développer rapidement avec Symfony API Platform et on veut faire des tests automatiques dans une pipeline d'intégration continue dans GitLab. Le but du jeu, donc, ça va être de faire des tests fonctionnels de manière automatisée et dans une pipeline d'intégration continue de telle sorte que, à chaque fois que vous faites une modification dans le code de votre API, vous vous assuriez que vous n'avez rien cassé et que tout continue de fonctionner. Donc on a plein de choses à voir, ça va être super intéressant. Donc accrochez-vous bien. J'en profite aussi pour vous remercier parce que vous êtes plus de 400 personnes abonnées à la chaîne et je trouve ça juste absolument incroyable. Moi j'avais lancé la chaîne comme ça un petit peu juste pour partager mes maigres connaissances et vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et pour ça vraiment merci. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et puis si cette vidéo vous plaît, eh bien mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à commenter la vidéo, à apporter votre expérience, la façon que vous avez de faire cette opération-là. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a même des membres qui se répondent entre eux, c'est passionnant. Allez, on va débuter tout de suite cette vidéo parce qu'on a pas mal de travail à faire ensemble. Bon, comme d'habitude, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite application Symfony. Donc on va faire Symfony New et puis on va l'appeler Test API par exemple. Donc là, je le dis à chaque fois, moi j'utilise le client Symfony, ce qui me permet de taper Symfony. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller l'installer, c'est bien pratique. On va rentrer dans le répertoire où on a installé notre projet Symfony. Et on va tout de suite, sans attendre, on va installer également API Platform en faisant Composer rec API. Et avec Symfony Flex, il va télécharger tout ce qui est nécessaire pour installer API Platform. Parfait. Ensuite, on va ouvrir ça dans un éditeur de code et on va tout de suite s'occuper de la base de données. Hop, je vais zoomer un petit peu. Voilà. On va aller dans le fichier env. Je vais peut-être un peu zoomer trop là. Voilà. Pour l'exemple aujourd'hui, on va utiliser un fichier SQLite, ce qui nous fera gagner un petit peu de temps. Donc on décommente SQLite, on enregistre et puis on va tout de suite créer la base de données. Je vais zoomer aussi, hop, ici, pour que vous y voyez mieux. Donc on va faire un Symfony, hop, pour créer la base de données, Symfony console. Et là, on va lui dire qu'on veut faire un doctrine database create. Et il y a un petit raccourci, c'est d.d.c, doctrine database create. Donc c'est un petit raccourci qui permet d'aller un peu plus vite. Logiquement, hop, si on vient dans var, ici, on a bien le fichier data.db qui a été créé. Impeccable. Maintenant, ce que l'on va vouloir faire, c'est nous créer des utilisateurs. Parce que le but du jeu, là, c'est de développer rapidement une petite API qui pourrait être, qui va comporter des éléments habituels d'une API, des utilisateurs, une authentification avec un token JWT, parce que ça va être très intéressant de tester ça. Donc on va tout de suite installer le Maker Bundle de Symfony, puisqu'on va en avoir besoin pour les opérations suivantes. On lui précise juste qu'on le veut que dans l'environnement de développement. Il n'y aura pas besoin de ça pour la production. Donc on fait un composer require Symfony Maker Bundle -dev. Et maintenant, on va créer des utilisateurs. Donc on va faire Symfony console make user et on va l'appeler user. Est-ce qu'on veut le stocker dans la base de données? On va répondre yes. Est-ce qu'on veut quel champ souhaitons-nous rendre unique? On va dire email, c'est parfait. Est-ce qu'on veut hacher le mot de passe? On va dire yes. Et il nous a créé les utilisateurs, parfait.
Maintenant, il faut qu'on crée les migrations. Donc on va faire Symfony console. Make up migration. Et il faut évidemment appliquer les migrations. Donc on va faire Symfony console. Et là, hop, de la même façon qu'on avait le petit raccourci tout à l'heure, on peut faire doctrine, migration, migrate. Donc en raccourci, ça fait d.m. Il nous dit est-ce que vraiment on veut appliquer ça dans la base de données puisque ça va faire des modifications sur la base de données. On va répondre yes. Et c'est bon, notre table est bien créée. On a notre table des utilisateurs qui a été créée. On va également se créer une petite entité qu'on va appeler démo. Le but du jeu, c'est que notre API ait 2-3 petites choses à nous présenter pour qu'on puisse tester. Donc on va créer ça tout de suite. Symfony console, make entity, et on va l'appeler démo. Là, il nous demande quel champ on veut. Alors, on va mettre un premier champ qu'on va appeler number. Peu importe. Hein. Là, c'est vraiment pour la démonstration. On va dire que c'est du integer. On peut dire on souhaite qu'il ne soit pas nul dans la base de données. Est-ce qu'on veut un autre champ? Oui. On va dire par exemple name, qui est de type string, 255, c'est parfait, qui ne peut pas être nul dans la base de données. Est-ce qu'on veut encore un autre champ? Allez, soyons fous. Description, qui sera de type texte. Parfait. Est-ce qu'on veut qu'il soit nul en base de données? Non. Est-ce qu'on a d'autres champs à ajouter? Non. Et il nous reste, encore une fois, qu'à fabriquer la migration, make migration, et à l'appliquer. Doctrine, migration, migrate. On lui dit yes, puisque ça agit réellement sur la base de données, et on est pas mal. Maintenant, ce qu'il faut que l'on fasse, c'est que l'on explique à API Platform qu'il va falloir qu'il nous mette à disposition dans notre API les deux entités que l'on vient de créer. Donc ça, c'est super simple. Je vous laisserai éventuellement, si vous ne connaissez pas API Platform, aller voir la documentation qui est très très bien faite. Donc on va ouvrir User par exemple, et on va simplement donc, rajouter un use, des annotations d'API Platform. Voilà. Et il suffit de rajouter l'annotation API ressources ici, là, en haut de notre classe. Et il suffit de faire ça, en fait, par défaut. Hein, et API Platform va nous servir, entre guillemets, cette entité dans l'API. Donc, on va faire la même chose pour démo. Et il ne faut pas oublier de faire le use, sinon l'annotation ne sera pas comprise, évidemment. Hop. Et on enregistre. Parfait. Ce qu'on va se faire déjà pour vérifier qu'on est pas mal à cette étape-là, c'est se démarrer un petit serveur Symfony. Alors Symfony serve-d. Comme ça, le petit serveur interne de Symfony va se lancer. Donc, il est sur le port 8000. Parfait. On va ouvrir ça dans un navigateur Internet. Donc déjà, on voit qu'il y a la page par défaut de Symfony. Et si on va sur /API, qui est l'adresse par défaut quand on utilise API Platform, on va bien retrouver nos deux entités, démo et user. Impeccable, ça veut donc dire que nos entités sont accessibles via notre API. Donc là, en fait, hein, quand on va dans un navigateur sur /API, API Platform nous fournit automatiquement une documentation de l'API. Donc c'est juste là comme ça pour vous le montrer au passage. Maintenant, ce que l'on va vouloir faire, c'est protéger notre API. L'idée, c'est qu'il n'y ait seulement que les utilisateurs authentifiés qui puissent accéder à notre API. Donc le but du jeu, ça sera après, vous l'avez compris, de venir tester cette authentification. C'est des choses qu'on retrouve régulièrement dans la vie réelle, donc ça vaut le coup de l'expérimenter aujourd'hui. Donc pour ça, on va utiliser un petit bundle Symfony qui s'appelle Lexic JWT Authentification Bundle. Donc on va installer ça en faisant un composer require lexic /jwt-authentication-bundle. Donc on va installer le bundle et c'est parfait. Alors, pour faire fonctionner ce bundle, si on va regarder la documentation de lexic JWT, JWT Authentication Bundle, la documentation est super bien faite.
et il nous explique dès le début qu'il faut qu'on génère des clés SSL, puisqu'en fait, c'est ces clés-là qui vont permettre de délivrer des tokens JWT et de s'assurer que ces tokens n'ont été délivrés que par votre serveur, en tout cas que par les machines qui détiennent cette clé SSL. Donc ça, c'est une petite étape extrêmement importante. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais sachez que la documentation est plutôt bien faite. Donc on va suivre la documentation. Créer un répertoire dans config qui va s'appeler JWT. Et ensuite, on va créer dans un premier temps la clé privée. Donc là, il nous demande une passphrase. Donc là, il ne faut pas se tromper, il faut bien utiliser celle qui est dans le .env, sachant, et je le dis au passage, que dans la production, il ne faudra évidemment pas utiliser la clé qui est dans le .env, puisqu'elle va apparaître dans votre dépôt Git. Donc il faut que cette clé-là n'apparaisse pas dans votre dépôt de code. Attention, c'est très important pour la sécurité. Donc là, on va taper celle-ci, il nous demande de confirmer, et on valide. Super. Maintenant, il faut qu'on génère la clé publique. Donc on va copier la petite commande qui nous est proposée ici. Il nous demande de confirmer avec la clé qui est ici. On la recopie, hop, on la colle, et c'est parfait. Donc logiquement, si on va voir dans nos fichiers, dans config, JWT, il y a bien les deux fichiers qui sont ici et qui ne vont pas être versionnés puisque ce sont des documents qui sont confidentiels. Donc si vous allez dans le Git ignore ici, vous allez voir que automatiquement le bundle a bien rajouté que le config/JWT n'importe quoi.pem n'est pas versionné. Donc c'est important de le noter et vous verrez tout à l'heure, on viendra aussi le modifier pour faire quelque chose de particulier. Mais c'est bien, on a nos clés, mais ça ne suffit pas. Il faut paramétrer maintenant le bundle pour qu'il fonctionne correctement. Pour cela, on va aller dans Config, Package et Security. Le but du jeu maintenant, ça va être d'expliquer à notre application Symfony que l'authentification va se faire avec un token JWT. Alors là, je vais copier-coller tout un bout de code et on va le commenter ensemble. L'idée aujourd'hui, évidemment, c'est pas d'aller dans le détail de comment est-ce qu'on code une API. L'idée aujourd'hui, c'est de la tester. Mais bon, ça vaut toujours la peine de passer par toutes ces petites étapes-là, puisque ça permet ensuite de mieux comprendre ce qu'on teste, comment on le teste, etc., etc. Donc là, je vais juste récupérer la config. Hop, je vous colle ici la config. Parfait. Et je vous l'explique. Donc en fait, la config, qu'est-ce qu'elle dit? Donc ça, c'est la config par défaut. On lui dit que pour encoder les utilisateurs, on utilise un algorithme auto. Ça, c'est pour le hash du mot de passe. Ça ne change pas, c'est par défaut. Ici, c'est aussi par défaut quand on a créé les users tout à l'heure. On lui dit qu'il y a un providers qui fournit des utilisateurs qui proviennent de l'entité app entity user. Et que ce qui rend unique, ce qui permet de s'authentifier, c'est l'email. Parfait. Et ensuite, il y a les firewalls. Ça, c'est très important. Donc, par défaut, il y a le firewall dev. Ça, c'est ce qui permet d'afficher le profiler. On n'en aura pas besoin, mais bon, on va le laisser par défaut. Et ensuite, on crée un certain nombre de firewalls, notamment celui qui permet de l'inscription, puisque ce qui va être intéressant, c'est d'offrir la possibilité aux utilisateurs de s'inscrire sur notre API. Donc on explique que quand on sera sur /API/user en anonyme, avec la méthode post, on a le droit de passer. De la même façon, on va permettre aux utilisateurs de se loguer. Et à ce moment-là, ils n'ont pas encore il faut que ça soit accessible sans authentification. Si on interdit le fait de se loguer, du coup, personne ne peut utiliser notre API. Donc là, pareil, on lui explique que ce qui sera sur /API/login, en l'occurrence, on précise que Anonymous est à true, que ça va être un login de type JSON login et que l'URL particulière, ça sera login_check. Et là, on fait simplement appel et on utilise les options fournies par Lexic JWT Authentication qui permet de venir faire la connexion. Alors sachez que ça, c'est très bien documenté dans la documentation de Lexic. Est-ce que je l'ai gardé ouvert? Oui, vous voyez, c'est extrêmement bien écrit ici. C'est quelque chose qui provient de la documentation, donc je n'ai rien inventé de particulier.
Ensuite, on explique que notre API, alors là il faut que je précise parce que c'est particulier, notre API elle est accessible Anonymous. Alors vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'elle est accessible Anonymous? On a dit qu'on voulait la protéger. Vous allez voir plus bas, on va expliquer pourquoi ici on l'ouvre. Et là on lui explique qu'il y a attention, on met une guarde en place et l'authentification ça sera avec Lexic JWT Authentication. Ok? Et c'est ici, on laisse Anonymous True. Pourquoi? Parce que ici, dans le Access Control, on va venir préciser en détail les droits. On va expliquer que sur API/login, n'importe qui est anonyme y a accès. On va expliquer que sur API Users, les personnes qui ont accès sont les personnes qui sont complètement authentifiées pour les méthodes get, put, delete et patch. Vous remarquez qu'il n'y a pas post, puisque pour se loguer, pour créer un user, on utilisera la méthode post qui n'apparaît pas ici. Donc pour la méthode post, ce qui va s'appliquer, c'est Anonymous. Et ensuite pour démo, on explique que c'est pour le coup là, en tout cas, authenticated fully, c'est-à-dire un utilisateur qui est complètement authentifié. On est presque bon en termes de configuration. Si vous regardez la documentation, on nous explique juste qu'il faut rajouter ici dans le fichier config/root.yaml cette petite notation pour expliquer qu'on crée une route pour le login, donc c'est login _ check. Donc on va faire ce qu'il nous demande. Hein. On va aller hop dans route.yaml et on va rajouter ce qui nous est demandé. Et logiquement, eh bien, si on ne s'est pas trompé, notre application devrait désormais être protégée par un token JWT. Impeccable. On va vérifier tout ça. Donc pour ça, on va simplement lancer notre application Postman pour la première fois de la démonstration, mais vous allez voir qu'on va y passer beaucoup de temps par la suite. Donc je vais lancer Postman. Alors le temps qui démarre, elle est en train de se lancer sur mon autre écran, c'est parfait. Et on va tester tout ça. Alors je vais fermer tout ce qui est ouvert, comme ça, ça sera plus clair. Et c'est parfait. Alors, ce que l'on va vouloir tester, c'est par exemple de faire un get sur la liste de nos ressources démo. Rappelez-vous, hein, démo ici, on va essayer de faire un get API/démo. Et comme c'est protégé, eh bien, on ne devrait pas, logiquement, pouvoir y accéder. OK ? Donc je vais copier l'URL ici, on va mettre ça dans une requête de type get, on va faire /API/démo, et logiquement, eh bien, on devrait être refusé. Et on nous dit quoi? On nous dit JWT token not found. C'est très bon signe, ça veut dire qu'effectivement, il nous dit tu ne m'as pas fourni de token, donc je suis désolé, mais je ne peux pas te donner accès à cette ressource. Parfait. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de se créer un utilisateur et de se loguer avec. Donc là, pour faire ça, rappelez-vous, on allait sur /users en post, rappelez-vous, hein, il y avait post qui était autorisé, et on va se loguer, on va créer un utilisateur qu'on va appeler test. Hein, donc on va aller dans body, dans raw, format JSON, et on va lui passer un email. Rappelez-vous, hein, un utilisateur c'est un email, un mot de passe. Donc l'email ça sera test@test.com et le mot de passe password. Et on va soumettre ça. Et là on nous dit bien le statut 201 create. Donc c'est parfait, ça nous a bien créé l'utilisateur. Maintenant on va essayer de se connecter avec cet utilisateur. Mais en fait on ne va même pas essayer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là on vient de soumettre cet utilisateur. Et en fait, par défaut, API Platform, quand on soumet un utilisateur ou qu'on soumet n'importe quoi dans une ressource, il nous renvoie ce qu'on vient de soumettre. Et là, on se rend compte qu'il y a un gros problème, c'est qu'il nous renvoie le mot de passe en clair. Parce qu'en fait, quand on fait une création de compte par JSON, eh bien, le processus habituel, hein, quand on utilise le système de Symfony qui vient encrypter le mot de passe, eh bien là, il n'a pas été appliqué. Donc il faut que l'on mette en place un petit quelque chose qui va venir récupérer le JSON au moment où on le soumet et avant de l'insérer dans la base de données, viennent prendre le mot de passe et viennent le hasher avant de l'insérer dans la base de données. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est une opération
assez simple, vous allez voir. Donc on va se créer un petit répertoire dans notre fichier SRC, dans notre répertoire pardon, SRC, que l'on va appeler Events. Hop, nouveau répertoire. Events. Hop. C'est pas mal. Hop. Et dans ce répertoire-là, on va créer un fichier qu'on va appeler un password encoder subscriber. C'est-à-dire qu'il va écouter les événements, notamment, là en l'occurrence, ce qui nous intéresse, il va écouter les événements émis par API Platform juste avant d'insérer les données dans la base de données. Donc on l'appelle password encoder subscriber, parfait. Et là, je vais vous copier-coller un petit bout de code et on va le commenter ensemble. Hein. L'idée, c'est pas non plus de rentrer dans les détails aujourd'hui, puisqu'on a des choses aussi intéressantes à voir après, notamment sur les tests. Donc là, je commente rapidement le fichier. Donc, on crée une classe qui s'appelle password encoder subscriber qui implémente le event subscriber interface. Donc ça, c'est ce qui permet d'aller intercepter des événements qui sont envoyés dans Symfony. Okay, ici, on lui explique, bon là, on fait un construct où on se charge la user password encoder interface qui va nous permettre d'encoder réellement le mot de passe. Et ici, on lui dit kernel events, tu vas écouter les événements qui sont de type event properties et qui sont pre-write. Et ça, c'est quelque chose qui nous est fourni, on le voit ici, par API Platform. En fait, API Platform fournit un certain nombre d'événements. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est le pre-write, c'est-à-dire juste avant d'aller écrire dans la base de données. Et on lui dit, quand tu es dans cet état-là, juste avant la base de données, tu dois aller exécuter, enfin en tout cas, tu dois jouer en code password, et en code password, il est décrit ici. On lui passe un event. Et sans cet event, on va faire un certain nombre de choses. On va récupérer le résultat de cet event, ce qu'on stocke dans result. Ensuite, on fait aussi, sur la méthode, on va vérifier que la méthode, elle est bien à post. Ça, c'est très important, c'est une petite sécurité. Et puis ici, dans result, on vérifie que ce qu'on récupère, c'est bien un user. Parce que ce qui va se passer là, c'est que du coup, cet événement, il est émis par API Platform à chaque fois qu'il y a une insertion en base de données et pas uniquement quand ça concerne les utilisateurs. Donc ici, on veut agir que lorsqu'il s'agit d'un utilisateur. Donc on lui dit que tu ne dois exécuter ça que lorsqu'il s'agit d'une instance de user. Et quand c'est le cas, eh bien, on récupère le mot de passe, result get password, on l'encode et puis on vient retourner le mot de passe qui est haché. On fait un set et on lui passe le mot de passe qui est haché. Et ensuite, eh bien, au moment juste après, l'étape juste après, API Platform va écrire dans la base de données et cette fois-ci, il va stocker le mot de passe avec un hash. Donc on peut enregistrer ce document-là. Et on va faire le test, vérifier que ce qu'on vient de faire fonctionne. Donc on retourne dans Postman. Alors on va lui dire, on va changer l'adresse mail. Rappelez-vous, l'adresse mail doit être unique. Donc je mets test2@test.com et le mot de passe password. Et là, si je soumets, vous voyez que le password, effectivement, a bien été encodé. Donc, parfait, on est pas mal. Maintenant, le but du jeu, ça va être de nous loguer. Le but du jeu, ça va être de se loguer avec cet utilisateur pour vérifier qu'on est en capacité de se connecter. Donc, pour ça, il faut faire une requête POST sur API /, rappelez-vous, on l'a fait tout à l'heure, /check login. Et ici, c'est pas email. Bon, on peut le soumettre, vous allez voir. Ce qui va nous dire, hop, il nous dit quoi? Que non. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Pardon, c'est pas check login, c'est l'inverse, c'est login check. Voilà. Donc si je l'envoie comme ça, il va me dire qu'il y a un souci. C'est que lui, il attend le champ username et pas email. Mais c'est la même donnée qui est utilisée. Donc on va mettre username avec l'adresse mail qu'on a créée et le password qui est le mot password, on ne s'est pas pris la tête. Et si je soumets ça, eh bien vous voyez que je récupère mon fameux token JWT. Impeccable, ça veut dire que ça y est, notre application, elle est protégée et on est en capacité de créer un utilisateur et de se loguer et de récupérer un token d'authentification. Parfait.
Alors, ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est de se créer un petit dépôt GitLab et de versionner notre code avant d'aller un peu plus loin. Alors, pour ça, on va aller sur GitLab. Moi, j'utilise le compte gratuit sur gitlab.com. Vous pouvez faire la même chose chez vous. Donc, je me connecte évidemment à GitLab. Parfait. Alors, vous voyez, je le fais en temps réel, parce que je tourne les vidéos sans montage. Donc, ça prend le temps que ça prend. Donc, on va faire New Project. On va l'appeler comment? On va l'appeler le nom de la vidéo. Comme ça, ça sera plus facile pour retrouver ça dans le dépôt GitLab. Hop. On va le rendre public. Après, chacun voit s'il veut le rendre public ou pas. Ce n'est pas une obligation. On va faire création du projet. Alors, il me dit quoi? Qu'il y a des choses que je n'ai pas le droit de mettre. Hop, j'imagine que c'est les slash. Et les parenthèses qui ne sont pas autorisées. Voilà, je pense que c'est ça. Et peut-être aussi les apostrophes. On va voir si les apostrophes, on a le droit. Yes, c'est tout bon. Et maintenant, il faut qu'on pousse un répertoire existant. Donc, on va taper les commandes qui sont là. On va être bête et méchant, entre guillemets. Donc, on va faire git init. Hop, on va lui rajouter le dépôt distant. On va faire un git add point pour rajouter toutes les modifications de fichiers. Donc là, comme c'est la première fois, il va tout afficher. On fait un commit qu'on appelle initial commit et on va pousser ça sur le dépôt GitLab. Alors là, hop, il me demande un petit mot de passe pour signer la chose. Je vais cocher ça, comme ça on ne sera plus embêté. C'est parfait. Donc là, si je réactualise le dépôt, on voit bien qu'il nous a déjà versionné tout ce qu'on a déjà fait depuis tout à l'heure. Parfait. On va pouvoir continuer et passer vraiment maintenant à la partie qui nous intéresse, qui est l'écriture des tests automatisés dans Postman. Donc là, on va passer pas mal de temps dans Postman, vous allez voir. Don't save, on s'en fiche. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va écrire un scénario de test. Et le but du jeu, ça sera, lors de la pipeline d'intégration, c'est de jouer ceci dans l'ordre. Et donc les tests que l'on va écrire aujourd'hui vont être les suivants. On va vouloir jouer la création d'un utilisateur, le fait de créer une deuxième fois le même utilisateur et de s'assurer que ça ne fonctionne pas. On va vouloir ouvrir une session avec cet utilisateur et récupérer son token JWT. Et on va vouloir créer une entrée dans notre entité démo, on va vouloir la modifier et on va vouloir la supprimer. Et le but du jeu, c'est avec Postman d'écrire tout ce scénario et on va ensuite, plus tard, utiliser tout ce travail dans notre pipeline d'intégration continue. Pour ça, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va se créer une collection dans notre Postman. Donc on va faire create collection et on va l'appeler par exemple test API. Alors on peut mettre du texte ici pour commenter, nous on ne va pas forcément le faire, on va mettre test API. Parfait. Il nous l'a mis ici, je vais la mettre en haut pour que ça soit plus simple. Ce que l'on va faire également, c'est qu'on va se créer un environnement qui va s'appeler test API env. Donc moi, il est déjà créé ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Comme ça, on repart à 0. Hop. Et comme ça, on le fait ensemble. Donc, on va vouloir utiliser des environnements. L'idée des environnements, c'est de pouvoir charger des variables à l'intérieur que l'on va réutiliser plusieurs fois dans notre scénario. Donc, on va créer un nouvel environnement. On va cliquer sur Add et on va l'appeler, par exemple, test API env. Et on va créer une première variable que l'on va appeler URL. Et cette variable, elle va contenir quoi? Eh bien, elle va contenir l'adresse de notre serveur, là où est hébergé actuellement notre API. Et elle est où? Elle est sur 127.0.0.1.2.8000/API. Donc nous, on ne va pas mettre le /API, on va s'arrêter au 8000. Donc on va mettre ça dans notre variable d'environnement et on va l'enregistrer comme ça.
Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que maintenant, on peut changer l'environnement. On va passer à test API env. Et si on clique sur le petit œil qui est ici, on voit bien qu'il y a une variable qui est CT et qui est 127.0.0.1 Vous allez voir que ça va nous être très utile pour éviter d'avoir à le taper à chaque fois. Maintenant, on va écrire le test, en tout cas le test du scénario qui va créer un utilisateur. C'est la première chose que l'on va vouloir automatiser. Donc dans notre collection, on va faire clic droit, add request, on va lui donner un petit nom, donc should create a user, on fait save, et on va ouvrir cette requête et on va venir l'écrire ensemble. Donc nous, c'est une requête de type post, et rappelez-vous, pour créer un utilisateur, c'était sur /API/user. Et c'est là que la première variable va nous intéresser, donc on ouvre les petites moustaches, j'aime bien les appeler comme ça. On récupère, vous voyez, notre variable URL, donc ça passe en orange, donc là c'est super intéressant parce que du coup ça nous récupère automatiquement l'adresse de notre serveur et on va lui dire que c'est sur API/users. Et il faut qu'on lui passe dans le body, en raw et au format JSON, les données que l'on veut insérer pour créer l'utilisateur. Donc on va, rappelez-vous, il y avait le champ email que l'on doit remplir. Et là, plutôt que de lui passer un email en dur, on va utiliser des outils qui sont mis à notre disposition par Postman pour nous générer un random email. Comme ça au moins, à chaque fois qu'on va jouer ce test-là, il va utiliser un email différent qui est généré par Postman. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Par contre, pour le password, là, on ne va pas utiliser un générateur. L'idée, c'est de mettre toujours le même. Comme ça, pour nos tests, ça va nous simplifier la tâche. On enregistre. Hop, CTRL S pour que notre requête soit enregistrée dans notre collection. Et on va, et c'est là où c'est super intéressant, c'est que là, on joue le scénario, mais on va vouloir aussi faire des tests. C'est quand même le but du jeu. Donc, il y a un petit onglet ici, Test, dans lequel on peut écrire un certain nombre de choses. C'est du JavaScript. Donc, je vais vous coller le code. On va faire deux choses. La première chose, c'est qu'on va récupérer, lorsqu'on soumet l'utilisateur, rappelez-vous, la réponse nous renvoie les données. Donc, on va récupérer le champ username et on va le stocker dans une variable d'environnement qui va s'appeler username. Donc on va stocker l'adresse mail dans une variable d'environnement username, ce qui va nous être pratique juste après pour pouvoir se connecter avec ce fameux utilisateur. Et puis la deuxième chose ici, on fait un test, on vérifie que le statut, le code HTTP est bien le code 201, qui est le code qui nous est retourné quand tout se passe bien. Donc j'enregistre et on va soumettre cette requête. Donc là, on voit bien le statut, 201, parfait. Il nous a créé l'utilisateur et il nous répond en nous disant, voilà, je vous ai créé un utilisateur qui a l'ID numéro 3. L'email, c'est Denis, Aurélie, machin truc. Et le username, c'est ça. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de cliquer sur le petit œil ici des variables d'environnement. Et vous avez vu qu'il y a bien une variable qui s'est créée qui s'appelle username et qui contient quoi? Eh bien, l'adresse mail de l'utilisateur. Adresse mail qui a été générée automatiquement par Postman. Parfait. Passons au deuxième test que l'on souhaite faire, qui est de recréer le même utilisateur. Et ça ne devrait pas fonctionner, puisque, rappelez-vous, l'adresse mail est une donnée qui est unique. Donc on va dupliquer cette requête, on va la renommer, on va lui dire on va l'appeler « tu ne dois pas pouvoir créer un utilisateur », ça ne doit pas être possible. Donc cette fois-ci, plutôt dans le body, plutôt que d'utiliser random email, eh bien non, on va lui dire tu dois utiliser username. Rappelez-vous, username contient l'adresse mail qui a été utilisée précédemment. Et on lui dit password. Et dans le test, on ne va pas vouloir faire ça, on ne va pas vouloir setter ça, puisque ça ne va pas fonctionner. Par contre, on va vouloir vérifier que le code de retour va être un code. Alors là, en l'occurrence, c'est un code 500, puisque c'est une erreur qui nous dit non, c'est pas possible qu'il y ait deux utilisateurs avec email. CTRL S pour sauvegarder et on va soumettre.
Et là, effectivement, ben, c'est parfait, hein, on a bien ce qu'on attendait, une erreur 500. Et si on va dans test, ben, notre test réussit puisqu'on a bien le code 500 qu'on attendait. Et ça ne nous a donc pas créé un utilisateur. Parfait. Passons au troisième scénario. On va vouloir ouvrir une session avec cet utilisateur. Donc on va créer à nouveau une nouvelle requête qu'on va appeler, qui doit générer un token. Parfait. C'est une requête de type post qui est toujours, hop, on utilise toujours notre URL. Alors non, URL, API, c'est parfait. Et rappelez-vous, c'était sur /login check. Ok, donc ça c'est l'URL sur laquelle on doit faire la connexion. Dans le body, raw JSON toujours, on va lui passer le username et un password de l'utilisateur qu'on souhaite connecter. Donc on va dire username. Et quel username? Eh bien tout simplement celui qui est stocké dans la variable d'environnement. Comme ça on est sûr que c'est un utilisateur qui existe. Et password, voilà, il n'y a pas de surprise puisque password on a mis en dur pour tous les utilisateurs que l'on crée, on a mis password. On enregistre, on va soumettre déjà pour vérifier que ce que l'on a fait fonctionne bien. Parfait, on récupère bien un token. Donc là, pareil, hein, on va écrire un petit test dans l'onglet test ici. Première chose, comme tout à l'heure, on récupère dans la réponse qui nous est faite. Donc là, c'est PM pour postman, .response pour on récupère la réponse. Là, on utilise une petite fonction JSON en lui disant tu vas lire le JSON. Et là, on veut simplement que tu nous donnes la valeur de token. Rappelez-vous, dans la réponse, il y a token. Donc, on lui dit récupère-moi token et stocke-le-moi dans une variable d'environnement qui va s'appeler token. Et là, on refait pareil, hein, un petit test de statut code et on s'attend à trouver un code 200 comme c'est noté ici. Donc, on va enregistrer notre petite requête et on va faire send. Évidemment, le test réussit. Et si on vient ici dans les variables d'environnement, eh bien, il y a bien token qui apparaît avec le fameux token JWT qu'on va donc pouvoir réutiliser ensuite pour authentifier chacune de nos requêtes. Et bien maintenant, passons à la création d'une entrée de type démo. Donc toujours pareil, on crée une requête qu'on va appeler should create demo. Alors je m'excuse pour mon accent anglais qui n'est pas forcément terrible. Voilà. Donc c'est une requête de type post, toujours sur URL. Ok, API, démo. Là, jusque-là, il n'y a pas de souci. Il faut bien qu'on lui explique maintenant qu'on veut utiliser notre fameux token pour autoriser le fait de se connecter. Donc on va aller dans autorisation, on va lui dire bearer token, et vous voyez là, il utilise déjà la variable, il a compris qu'on veut utiliser la variable d'environnement qui s'appelle token. Parfait. Et ensuite, eh bien, il faut qu'on lui passe les données qu'on souhaite envoyer pour créer cette entrée-là. Donc on va dans Body, Raw, JSON. Et là, on va lui passer les données qui lui sont attendues. Je vais copier ça, hop, ça ira plus vite. Donc rappelez-vous, hein, quand on avait créé démo tout à l'heure, on avait dit qu'on voulait un nombre, un nom et une description. Et bien là, Postman nous permet de générer de façon aléatoire un integer, ici des mots et ici un lorem texte. Donc c'est parfait, comme ça on n'a pas besoin nous-mêmes d'aller créer du contenu. Et il ne nous reste plus qu'à écrire le petit test qui va bien. Hop, je le copie-colle et je vous l'explique. Donc là, ce que l'on va faire, puisqu'on va avoir besoin, rappelez-vous, hein, dans notre scénario, on va vouloir éditer cette entrée-là, et ensuite on va vouloir la modifier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer dans une variable d'environnement que je vais appeler lastDemo, l'ID de la création démo qu'on va faire. Donc on va récupérer l'ID, ce qui nous permettra ensuite de venir l'éditer. Et on vérifie toujours que le code HTTP, c'est bien un code 201. Donc on va enregistrer ça, CTRL-S, et on va envoyer. Donc là, il nous dit quoi? Impossible d'encoder un caractère. Donc on a dû faire une erreur quelque part.
Bon, je sais pas. Il y a eu un souci temporaire. Là, j'ai resoumis. Ça a l'air de fonctionner. C'est peut-être parmi les choses ici qui génèrent du contenu. De temps en temps, il doit générer quelque chose qui n'est pas compris, je pense. Bon, là, ça a eu l'air de passer. C'est étonnant. Je pense que c'est peut-être celui-ci qui pose souci. Donc, on va pas mettre le rem word. Visiblement, il a l'air de poser souci, celui-ci. On va mettre le rem texte 2 fois. Peu importe, CTRL S. Voilà, là, ça a l'air de passer. Alors, vous voyez, de temps en temps, ce qui génère des mots a l'air de poser souci. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça le fait souvent. Alors, problème d'encodage. Bon, écoutez, à creuser, mais c'est peut-être probablement l'un des générateurs qui est ici, qui de temps en temps doit générer quelque chose qui n'est pas reconnu. Donc, bon, écoutez, on ne va pas s'embêter tout de suite, mais peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là pour aller un petit peu plus loin. Et donc, ben, dans le test, on les a expliqués. Donc, ben, là, ça fonctionne très bien. Parfait. Maintenant, donc, on peut aussi toujours regarder dans les variables. On a bien un last démo qui contient l'ID la dernière création, qui est l'ID numéro 8. Impeccable. Maintenant, qu'est-ce que l'on veut faire? Eh bien, on veut modifier cette entrée. Donc, toujours pareil, on va créer une nouvelle requête qu'on va appeler should edit demo, qui va être cette fois-ci une requête de type put. Donc on va vouloir complètement changer le contenu. On aurait pu utiliser aussi patch pour en modifier qu'un seul, mais là on va mettre put, peu importe. Et on veut toujours aller sur l'URL de notre API. On va aller sur /demo et on va lui dire, et tu vas sur / et là tu me donnes l'ID du dernier enregistrement que l'on a fait. Comme ça au moins on est sûr qu'on va bien éditer bien, le dernier enregistrement. Toujours pareil, dans autorisation, bearer token, on utilise la variable d'environnement. Et dans body, JSON, on va lui donner du nouveau contenu à insérer. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser des données aléatoires de Postman, on va mettre des valeurs en dur, ce qui va nous permettre, on va le voir tout de suite, dans les tests, de venir vérifier qu'on a bien modifié la valeur. Donc on vérifie toujours le code HTTP, on s'attend à retrouver du 200, et puis là, on fait un test où on lui dit, bien, quand tu récupères la réponse, je veux bien voir modification, qui est la nouvelle valeur que j'ai été envoyée. Donc on va soumettre ça, et effectivement, on voit que ça nous retourne bien cette ressource-là avec name qui est égal à modification, et si on regarde les tests, il y a 2 tests, le code de statut, il est OK, et le champ name a été bien updaté. Parfait. Il ne nous reste plus que ce dernier test qui est de supprimer cette entrée que l'on a créée. Donc pour la dernière fois, on fait créer une nouvelle requête que l'on va appeler should remove demo. Parfait, on l'ouvre. Cette fois-ci, vous vous en doutez, c'est delete. On va toujours sur notre URL. API, démo et l'ID de l'entrée que l'on souhaite supprimer. On n'oublie pas le token JWT, sinon on n'aura pas le droit de faire notre suppression. Et là, on va faire un petit test qui va simplement vérifier qu'on a bien le bon code le bon code HTTP qui nous signifie, en tout cas quand on utilise API Platform, que la ressource a bien été supprimée. Allez, on envoie ça. Parfait, ça nous retourne bien un code de 204 et ça nous dit bien que le test est réussi. D'ailleurs, juste par votre curiosité, si je rejoue le test, ça ne va pas marcher puisque l'ID qui est ici n'existe plus. On a supprimé la ressource. Donc si je le fais, là cette fois-ci j'ai un 404. Donc le test ne réussit pas, mais ça ne fait pas partie du scénario qu'on a prévu d'utiliser. Allez, je vous propose qu'on fasse un petit commit. Parce qu'on a fait pas mal de travail. Ce que l'on va faire, c'est intéressant, je trouve, de faire comme cela, c'est de rajouter dans notre répertoire de notre projet Symfony, on va se créer un petit dossier qu'on va appeler Postman.
Et en fait, dans ce répertoire-là, on va venir exporter les variables d'environnement et la collection. Donc pour la collection, on va faire export, format voilà, JSON 2.1, parfait. Et ensuite, eh bien, hop, yoandev, test API, postman. Alors moi, je vais l'appeler juste là, postman underscore collection.json. Premier fichier, on enregistre la collection. Et puis, on va aussi faire la même chose avec les variables d'environnement. Donc, test API env, il y a un petit ici download. Et on va mettre au même endroit, donc yoandev, test API, postman. Et puis, on va juste garder postman underscore environment.json. Et on le sauvegarde. Parfait. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, on peut versionner ça en même temps que le code. Et c'est plutôt intéressant de faire ça. Donc, allez, on va committer ça tout de suite. Donc, on va faire un git add. On va faire un git commit. Hop, commit. Et on va lui dire quoi? On va lui dire ajout des tests postman. Parfait. Et on fait un git push pour envoyer ça sur notre dépôt GitLab. Ok, on va vérifier que sur notre dépôt, on a bien notre dernier commit. On vient ici et on a bien ajout des tests postman, on a bien le répertoire ici. Donc du coup, ça c'est super intéressant parce que si vous regardez ce fichier JSON, hein, c'est un fichier qui est extrêmement lisible, qui contient tous les tests que l'on a écrits. Et donc ça permet de le versionner, hein, c'est ni plus ni moins du code. Maintenant, c'est là que ça va commencer à devenir un petit peu intéressant. Le but du jeu, c'est que ça y est, on a écrit nos tests et on va pouvoir les intégrer dans notre pipeline d'intégration continue. Et pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Newman. Alors Newman, c'est la version entre guillemets Newman. Je vais préciser Postman. Voilà, c'est la version ligne de commande qui permet de jouer des collections. Et c'est exactement ce que l'on veut faire, c'est qu'on veut jouer un scénario de test. Et en ligne de commande, ça sera beaucoup plus simple pour notre pipeline d'intégration continue. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'il faut que vous, préalablement, vous installiez Newman sur votre poste. Alors vous avez ici la documentation de Newman qui vous explique comment l'installer. Il faut au préalable avoir npm d'installer et ensuite vous faites simplement npm install, enfin sous Linux en tout cas, -g pour global et Newman. Donc c'est très simple à installer et c'est super simple à utiliser, vous allez le voir. Donc là maintenant, eh bien voilà, vous avez installé Newman et vous voulez lancer la commande. Donc pour ça, vous faites Newman run pour lui dire qu'on va lancer un test. Et là, il faut lui préciser un fichier avec une collection. Donc nous, ça tombe bien. On a bien un fichier de collection qui s'appelle postman. Rappelez-vous, hein, c'est quand on l'a exporté. Donc Newman run, le nom de la collection qu'on veut jouer. Ensuite, on va lui dire, attention, nous, on a des variables d'environnement. Donc on met -e et ensuite, on lui précise notre fichier de variables d'environnement. Donc on a bien un répertoire postman et on a bien un environnement qui s'appelle postman underscore environnement.json. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Logiquement, si j'exécute, vous allez voir qu'il va jouer tous les tests. Alors là, il y en a un qui échoue. C'est lequel qui échoue? C'est le create demo, parce que j'ai l'impression que mon petit truc là qui génère les données aléatoires dans Postman me pose souci. Rappelez-vous, c'était celui-ci dans body. Donc là, on va s'éviter ce truc là. On va mettre texte par défaut. Voilà, peu importe, hein. Puisqu'on le modifie après, c'est juste que j'ai l'impression que c'est le random lorem qui doit me générer des choses qui ne sont pas bien comprises. Donc on va faire comme ça, j'enregistre, hop, ouais, ça a l'air de passer. Je vais réexporter ma collection, hop, export, je vais la poser ici, Yohan, test API, postman, et collection, save. Et je lui dis de remplacer, parfait.
Donc là, on va rejouer le test. Cette fois-ci, j'ai bon espoir que ça fonctionne bien. Ok, c'est super, c'est passé. Et donc là, eh bien, on a un petit tableau récapitulatif qui nous dit qu'on a fait une itération, parce qu'il y a aussi la possibilité de le jouer en boucle. Il y a eu 6 requêtes et il y a eu 7 assertions qui sont réussies. Donc là, on est pas mal, ça veut dire que ça y est, on est capable de lancer des tests en ligne de commande. Il ne nous reste plus finalement qu'à mettre en place ceci dans une pipeline d'intégration continue. Donc là, on a un petit peu on a des petites choses à faire pour permettre de faire cela. Déjà, il faut qu'on prévoie le coût de générer des clés publiques et des clés privées qui vont être utilisées pendant la pipeline. Parce que rappelez-vous, pour générer un token, il faut une clé publique et il faut une clé privée. Donc là, on va générer des clés qui vont être utilisées uniquement pendant les tests. Donc vous voyez, j'ai tapé la même commande que tout à l'heure, simplement le fichier s'appelle private_test. On va réutiliser la même passe-phrase qui est ici, qui ne doit pas être celle de production, je le répète encore une fois. Je la colle, je la recolle, impeccable. Et on va générer la clé publique que l'on va enregistrer sur private_test. Alors rappelez-vous, tout à l'heure, il n'y avait pas de _test. Donc je tape ça, il me redemande la passe-phrase pour être certain que je sois bien légitime à faire cela, et c'est parfait. Et donc là, si on va dans notre répertoire config JWT, on a bien les private.pem et les public.pem qui sont utilisés pour, dans notre environnement actuel, nous fournir les tokens. Et puis là, on a les private_test qui vont nous servir à générer les tokens dans la pipeline. Mais là, vous voyez, ils ne sont pas versionnés. Rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure du fameux gitignore ici. Donc on va légèrement l'adapter pour faire en sorte qu'ils permettent de versionner ce qu'il y a dans ce répertoire, sauf le fichier private.pem et le public.pem. Et tous les autres fichiers qui se trouveront ici seront versionnés. Donc au moins comme ça, nos fichiers de test seront versionnés. Donc si on vient ici, vous voyez, il nous dit qu'il y a le gitignore qui a été modifié, il y a ces deux nouveaux fichiers, puis il y a la collection Postman qu'on a légèrement modifiée aussi. Parfait. Et maintenant, eh bien, il faut que l'on écrive notre pipeline d'intégration continue. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai mis en ligne il y a quelques semaines, une vidéo qui explique comment mettre en place une pipeline d'intégration continue dans un projet Symfony. Donc là, je vais mettre une petite fiche pour que vous puissiez visualiser cette vidéo si vous ne connaissez pas du tout les pipelines d'intégration continue dans GitLab. Ça vous sera assez utile pour tout ce qui va suivre. Mais si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. Hein. Ce que je vais vous expliquer là est valable aussi, mais si vous voulez vraiment avoir une compréhension un petit peu plus complète de ce que je vais dire, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc, pour faire une pipeline dans GitLab, c'est très simple. Il faut simplement créer un fichier qui s'appelle .gitlab-ci.yml. À partir du moment où on crée ce fichier-là et qu'on va versionner notre code chez GitLab, lui, il va comprendre que ça décrit une pipeline d'intégration continue ou de déploiement ou tout ce que vous voulez. Hein. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans cette pipeline? Alors, je vais vous coller un code et puis je vais vous le commenter parce qu'il va être relativement, entre guillemets, conséquent et il fait pas mal de choses. Donc, ce que l'on fait dans cette pipeline. Première chose, on va utiliser une image Docker. Et on va utiliser une image Docker qui est PHP 7.4 version CLI, c'est-à-dire version ligne de commande. Ensuite, on va exécuter un certain nombre de choses avant d'exécuter réellement notre test Newman, notre test d'API. Et là, on fait pas mal de choses. On va faire un apt-get update et un apt-get install. On va du coup installer, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette image-là, elle est basée sur du Debian. Donc on va installer git, zip, npm et wget, puisqu'on va en avoir besoin juste après. Ensuite, on récupère Composer, on l'installe. On installe une extension PHP pour pouvoir utiliser zip. Ensuite, on installe la CLI de Symfony, qui va nous être utile pour pouvoir lancer le petit serveur de Symfony. Ensuite, on explique avec cette ligne-là que l'on veut rendre la CLI de Symfony utilisable sur tout le système.
Ensuite, on installe Newman, puisque c'est l'outil qu'on va utiliser pour les tests. Ensuite, on fait un composer install. Parfait. Et là, on va faire quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on va renommer, rappelez-vous, nos fichiers private_tests et on va les renommer en private tout court. Comme ça, on n'a pas besoin de toucher à la configuration et c'est ce qui est décrit dans notre point env ici. Rappelez-vous qu'il s'attend à trouver dans config jwt private.pem, il s'attend à trouver nos fichiers, nos clés privées et publiques. Donc là, on renomme nos fichiers pour qu'ils correspondent à ce qui est attendu dans le point env. Ensuite, on installe les certificats pour faire fonctionner le petit serveur interne de Symfony et on le lance. Symfony serve-d. Et ensuite, on crée la base de données et on migre les données. Impeccable. Et ensuite, on met en cache tout ce qui se trouve dans Vendor, comme ça, les fois d'après, ça peut aller un petit peu plus vite. On décrit le nombre d'étapes qu'on va faire dans notre pipeline. Alors celle-ci, elle est minimaliste puisqu'on va faire que tester l'API, mais si vous regardez l'autre vidéo, vous verrez qu'il y a plein d'étapes que l'on peut mettre en place. Donc là, on décrit une seule étape, test API. Et ensuite, on va écrire eh bien, justement cette fameuse tâche qu'on va appeler Newman, qui s'exécute au moment de l'étape test API. On le précise ici. Et c'est ici qu'on lui dit qu'est-ce qu'il doit exécuter. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? Simplement, tu vas lancer un Newman Run, exactement ce qu'on a lancé, juste avant, quand on a lancé notre test ici. Bon, d'ailleurs, on peut le relancer. Quand on a lancé cette commande-là, eh bien, on va lancer exactement la même commande dans notre pipeline. C'est la même commande que l'on écrit ici, Newman Run, le fichier de collection, -e et le fichier d'environnement. Et on lui dit quoi? On lui dit qu'il n'a pas le droit d'échouer. Et donc là, bien logiquement, si on a tout bien fait comme il faut, eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire un commit et notre pipeline va se jouer automatiquement. Donc on va pas attendre, on va tout de suite faire un petit commit, git add.git commit, on va lui donner un petit nom. Ajout pipeline, par exemple, et un git push. Et là, on va aller voir tout de suite ce qui se passe dans GitLab. Hop. On va voir que effectivement, il y a bien notre commit qui vient d'arriver. Et on voit ici ce petit indicateur qui nous dit qu'il y a une pipeline en cours d'exécution. Et elle exécute quoi? Elle exécute actuellement une tâche qui s'appelle Newman. Donc on va lancer, on peut rentrer d'ailleurs dans cette tâche-là pour voir ce qu'il se passe. Et puis on va ensemble la commenter au fur et à mesure. Donc là, la première chose que fait GitLab, c'est qu'il va récupérer l'image PHP 7.4 CLI. Là, il est en train d'installer tout ce qu'on lui a dit d'installer. Donc là, je pense qu'il est en train d'installer npm, rappelez-vous. Ici on lui dit apt-get install git, libzip, pour le zip, npm et wget. Donc là il est en train d'installer bien les outils dont il a besoin, il est en train de faire ses petites installations. Une fois qu'il va avoir fini ça, il va passer à l'étape d'après qui est l'installation de Composer. Donc là, il installe Composer. Là, tout de suite après, il installe l'extension PHP pour zip, parfait. Après, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va installer la CLI de Symfony. Moi, je pense que là, il l'a déjà fait, mais c'est allé tellement vite. Non, il ne l'a peut-être pas encore fait, mais ça va très vite. Voilà, là, il a installé la CLI de Symfony. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a déplacé. Là, il a installé NPM, on ne l'a même pas vu. Enfin, il a installé Newman. Là, il est en train de faire le Composer Install de notre projet Symfony. Parfait. Qu'est-ce qu'il doit faire après? Il doit déplacer les fichiers, renommer les fichiers, lancer le serveur interne de Symfony et enfin créer la base de données et jouer les tests. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a joué les tests, il a tout réussi, il l'a joué une fois, il y a eu 6 requêtes, il y a eu 7 assertions et il nous dit que le job est un succès. Et donc, si on vient voir la pipeline ici, c'est magnifique, il nous dit c'est bon, c'est check, ton API a bien fonctionné. Donc vous avez vu, on a passé pas mal de temps, ça a pris un petit peu de temps pour tout expliquer.
Mais l'intérêt de cette approche de travailler avec Postman, c'est que j'imagine que si vous travaillez avec des API, vous passez une bonne partie de votre temps à faire des choses dans Postman. Et donc l'idée, c'est pas de changer d'outil pour écrire les tests, c'est d'utiliser Postman. Vous connaissez Postman, vous l'utilisez, donc autant l'utiliser pour bâtir vos tests. Et ce qui est super cool, c'est que cet outil Newman va utiliser ce que vous avez produit dans Postman et vous pouvez l'utiliser et l'intégrer dans une pipeline d'intégration continue dans GitLab. Et si vous écrivez des tests qui sont pertinents, si vous écrivez des tests qui sont utiles, du coup, c'est un gain de qualité lorsque vous développez votre API. C'est aussi une sécurité intellectuelle, de se dire que si vous couvrez tous les scénarios possibles de votre API et qu'à chaque fois que vous faites une modif de code, l'ensemble des scénarios sont joués, c'est une façon d'être l'esprit vraiment tranquille pour être certain de ne pas avoir créé un bug ou une régression. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été clair, ça a été un petit peu long, mais il fallait passer par toutes ces étapes pour bien comprendre de quoi il retournait. Si vous avez aimé la vidéo, écoutez, mettez un pouce bleu, ça me fera vraiment très plaisir. Laissez des commentaires aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les petites clochettes, à en parler autour de vous. Si vous êtes amené à travailler sur des API, c'est peut-être aussi l'occasion d'en parler à vos collègues en expliquant, regarde, il y a peut-être une possibilité qu'on n'avait pas envisagée. C'est une façon de faire, évidemment, il y en a probablement plein d'autres. Mais moi, je trouve que celle-ci, elle a le mérite d'être simple à mettre en œuvre, entre guillemets, puisque Postman, c'est déjà un outil qu'on est nombreux à utiliser. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, nuit, matinée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien, salut!